Euh, comme sociologue, j'essaie, moi, de resituer, non pas la maladie d'Alzheimer dans ceci ou cela, parce que la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que je peux en dire, moi, comme sociologue? Après tout, les médecins, les psys, les neuros, etc., parlent de la maladie d'Alzheimer, beaucoup, quelquefois, comme dit Christian Bobin, c'est un mot qu'ils utilisent quand ils ne savent pas quoi dire, hein, donc on peut bien comprendre ça, mais moi j'essaie de resituer, non pas la maladie d'Alzheimer dans le contexte de société, mais le rapport que nous avons avec la maladie d'Alzheimer dans le contexte de société qui produit ce rapport. Et, à tort ou à raison, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire. Et du coup, cette espèce de pas de côté nous permet, je crois, de renouveler au moins un peu une partie, je voudrais rester prudent et modeste, une partie du regard que nous avons sur la maladie et une partie du regard que nous avons sur les malades. Alors, au fond, il me semble que on peut regarder la maladie d'Alzheimer de multiples manières. Les neurologues nous disent c'est ceci, c'est cela, et on nous parle de plaques cérébrales, on nous parle... Bon. Demain, des généticiens nous diront un tout petit peu autre chose, tant mieux. Déjà, les psys nous parlent de la maladie d'Alzheimer différemment, etc. Comme sociologue, qu'est-ce que je... sans doute l'idée que c'est peut-être les pédopsychiatres d'il y a 30 ans qu'il nous faudrait relire. Je veux dire, qu'ils nous ont expliqué que l'enfant porteur de maladies mentales, par exemple, n'était peut-être que le symptôme d'un dysfonctionnement familial qui entraînait le symptôme dont l'enfant était porteur. Mais si on voulait aider l'enfant, c'est sur le groupe familial ou le groupe scolaire ou le groupe qu'il fallait essayer d'intervenir. Il me semble que dans cette démarche que nous proposaient à l'époque les pédopsies, il me semble qu'on a quelque chose à comprendre pour la maladie d'Alzheimer. Tout se passe comme si, je reste prudent, hein, tout se passe comme si, outre ce qu'elle est, la maladie d'Alzheimer était aussi ce que je vais appeler une maladie pour notre temps, une maladie de notre temps, une maladie du corps social, dont sont porteurs, plus particulièrement, certaines personnes qui véhiculent, qui incorporent, si je puis dire, les symptômes en question. Rapidement, la maladie d'Alzheimer, on sait qu'elle s'accompagne toujours d'une perturbation du rapport au temps, à travers des problèmes de mémoire, etc. D'une perturbation du rapport à l'espace, d'une perturbation identitaire et d'une difficulté croissante à établir une relation ou à la conserver, à la maintenir, à l'entretenir. Eh bien, je crois que ces symptômes, toute proportion gardée, parlent exactement de la société dans laquelle nous sommes. Et ça m'intéresse d'aller regarder ça. Ça m'intéresse pas pour le plaisir de dire nous vivons dans une société malade, encore que ce ne soit pas inintéressant d'aller regarder, mais ça m'intéresse parce que reconnaître cela, après tout, ça pourrait changer, contribuer à changer lentement le statut dans lequel nous tenons les malades d'Alzheimer. Alors, une société malade du temps. C'est Nicole Aubert, dans un ouvrage intitulé la société de l'urgence, hein, qui emploie cette expression de société malade du temps. Sans doute que je préférerais dire, moi, malade de son rapport au temps. En quelques décennies, nous avons inversé notre rapport au temps. Même pas quelques décennies. Même pas quelques décennies. Hein. Nous avons inversé notre rapport au temps. Il était structuré sur le passé et la durée. On mesurait le temps passé, le temps écoulé, le temps s'en va, madame, le temps s'en va, hélas, le temps non, mais nous en allons, etc. Voilà. Ce temps passé organisait la vie sociale et toute
notre socialité, toute notre manière de faire société était structurée sur le passé, par conséquent sur la mémoire, sur le souvenir que l'on peut en construire. Nous en sommes aujourd'hui arrivés à un devoir de mémoire. Ça en dit long, cette expression, sur cette amnésie collective. Je vais y revenir. Donc, un rapport au temps structuré sur le passé. Et puis, révolution technologique aidant, nous sommes passés du temps passé au temps présent, c'est-à-dire à l'instant. Et la montre à affichage digital, qui n'a plus de cadran, mais un écran, et on voit toute la différence, cette montre-là ne projette plus le temps sur l'espace pour le mesurer, ne mesure plus le passé, elle dit l'instant, avec une régularité absolument terrible, sans aucun risque d'erreur, sauf que nous ne pouvons plus jamais dire le temps, puisqu'à peine le disons-nous, il est devenu faux, etc. C'est ce que j'appelle une société de l'éphémère, qui ne valorise que ce qui ne dure pas. Non seulement elle le valorise, mais au sens symbolique et au sens économique. Une société qui valorise ce qui ne dure pas. Et nous sommes prêts, consommateurs que nous sommes, à payer les choses plus cher pour qu'elles durent moins. Et là, on voit bien la révolution que l'on a accomplie par rapport à une époque où tout était structuré sur le passé, la durée, et où les choses avaient de la valeur parce qu'elles duraient. Elles ont aujourd'hui une certaine valeur parce qu'elles ne durent pas, pour qu'elles ne durent pas. Plus que cela, nous sommes entrés dans une société où nous sommes devenus capables de mesurer le futur. Alors ça peut paraître complètement fou, mais un présomptueux futuroscope tout près de chez moi prétend nous dire de venir regarder le futur, alors qu'il ne peut nous offrir que de regarder l'extrême modernité de la technologie, mais demain n'est pas visible. Enfin, voilà. Bon, donc, nous sommes désormais projetés dans ce futur et nous structurons notre rapport au temps de plus en plus vers l'éphémère d'une part et le futur d'autre part, en gérant par anticipation. Anticiper, c'est le mot d'ordre le plus contemporain que l'on puisse faire. Nous gérons par anticipation nos vies avec un agenda, un Palm, un iPhone, toutes les technologies possibles qui nous servent à regarder toujours demain. Voilà. Donc, ce rapport au temps, il est extraordinairement perturbé chez tous nos contemporains et certains d'entre eux portent des symptômes un peu plus flagrants que d'autres. Alors on dit que ceux-là font une maladie d'Alzheimer, et c'est sans doute pas faux. Mais nous n'avons jamais vécu aussi longtemps, nous n'avons jamais autant manqué de temps. Problème quand même. Qu'est-ce qui se passe dans ce rapport au temps? Alors, rapport au temps, largement perturbé pour l'ensemble de nos contemporains qui parlent du stress, de la pression du temps qui nous manque, du temps, etc. Ce rapport au temps perturbé, comme par décalque, vient perturber le rapport à l'espace. Nous n'avons jamais été aussi vite, nous n'avons jamais fait autant de surplace. Nous ne voyageons plus, nous nous déplaçons, et c'est pas la même chose, puisque nous ne participons plus à un échange culturel dans les centaines de villes que nous traversons à toute vitesse, en TGV, en avion, nous survolons, etc. Voilà. Donc, perturbation du rapport à l'espace qui fait plusieurs choses, qui fait par exemple que, arrivant vers Paris, mais ça pourrait être vers Lyon, Marseille, quelques grandes villes, arrivant vers Paris, plus je m'en rapproche, plus je m'en éloigne. Puisque sur l'autoroute ou le périphérique, j'ai des panneaux qui me disent d'abord que je suis à 40 minutes de Notre-Dame, oui. Et plus je m'approche de Notre-Dame, plus le temps pour y parvenir s'accroît. Et on ne mesure plus les distances en kilomètres, mais en durée. Pas étonnant que la perturbation du rapport au temps soit venue perturber le rapport à l'espace. On ne sait plus ce que c'est. Et dans ces périphéries urbaines où les autoroutes se superposent, s'entrecroisent, passent les unes au-dessus des autres, il me faut accepter d'aller à droite pour aller à gauche, de reculer pour avancer,
Autrement dit, il me faut accepter de devenir schizophrène. Au sens où mon esprit doit se couper de la réalité. Eh bien voilà, cette perturbation du rapport au temps, nous en souffrons tous au point de ne plus pouvoir nous orienter qu'à condition de soumettre nos déplacements au GPS, qui me dit tournez à droite, tournez à gauche, devant, derrière, reculez, faites demi-tour. Extraordinaire. Nous sommes collectivement désorientés. Et nous regardons quelques-uns de nos contemporains en disant ben oui, il souffre de perturbation de son rapport à l'espace. Nous souffrons collectivement d'une formidable perturbation de ce rapport à l'espace. Rapport au temps perturbé, rapport à l'espace perturbé, et dans tout ça, formidable perturbation de la mémoire, de l'usage que nous pouvons faire du souvenir. Pour 1000 raisons. La première, c'est que le souvenir n'a plus le temps de s'inscrire, et que par conséquent, ne s'inscrivant plus, nous ne risquons pas de le conserver, et quand bien même il s'inscrirait, nous ne l'évoquons plus. C'est extraordinaire, plus nous prenons de photos, moins nous en regardons. Nous avons des appareils numériques extraordinaires qui nous permettent de prendre, quand mes petits-enfants viennent me voir, etc., non pas 10 photos comme autrefois, mais 200, 300 photos dans un week-end. Photos qui vont rester dans la mémoire de l'ordinateur et non plus dans la mienne, dans la mémoire froide de l'ordinateur. Et quand les regarderons-nous ? Puisque le week-end prochain, il y aura un autre événement, que je prendrai également 300 photos, et que autant on regarde 30 photos dans un album, mais on ne regarde pas 300, 600, 1000, 3000 photos. Non. Je peux prendre 2 ou 3 exemples si vous me le permettez. Il y a quelque temps, je faisais un cours de sociologie dans un IFSI, un institut de formation en soins infirmiers. Et j'évoquais des questions comme ça, puis les étudiants résistaient un petit peu à mon propos. Alors je leur dis, tiens, je vais prendre un exemple. La chute du mur de Berlin. Quelle année 1945. Attendez, la chute du mur de Berlin. J'avais 100 personnes dans l'amphi. Mais ils ont 18-20 ans. Et ils ont appris à l'école, pourtant, la mur de Berlin. Pas. Alors, éventuellement pas. Mais alors, on peut faire le même alors d'une part, ça, effectivement, et on peut faire le même test avec le massacre du Rwanda, avec... voilà. C'est-à-dire, ça ne s'inscrit plus. D'accord ? Ça ne s'inscrit plus. On ne peut plus l'évoquer, ça ne s'inscrit pas. À tel point, amnésie collective, qui fait que nous sommes capables de porter très haut, dans des sondages ou dans les urnes, des candidats qui devraient nous faire peur. Qui devraient nous faire peur à cause d'une histoire récente. Elle a 60 ans, à peine 70 ans cette histoire. Et néanmoins, elle est déjà oubliée. Donc, il me semble que ces troubles de la mémoire... je vous coupe, mais c'est pas grave, je vous en prie. Apprendre. Oui. Mais est-ce qu'elle est oubliée ? C'est ça la question. Est-ce qu'elle est oubliée ? Est-ce qu'elle n'est pas refoulée ? Est-ce qu'elle n'est pas niée ou même déniée ? Autant de questions que l'on peut, après tout, accepter de poser à propos de celui dont on dit qu'il est malade d'Alzheimer et qu'il a des problèmes de mémoire. Ces questions qui sont valables pour nous collectivement sont valables pour lui, inversement. Et je trouve que ça, c'est déstabilisant dans mon rapport avec le malade d'Alzheimer. Mais c'est pour ça que cette espèce de raisonnement, peut-être un petit peu distancié par moment du malade lui-même, m'intéresse bien parce que, au fond, il me déstabilise dans mon rapport à lui. Je peux prendre un autre exemple. Il y a quelques mois maintenant, j'ai eu l'occasion d'aller au Québec. Je m'en vais au Québec, moi, je pars avec Félix Leclerc dans la tête. À mon âge, forcément, Félix Leclerc et quelques autres, Charles Bois, Vigneault, mais je pourrais en citer d'autres. Je pars avec, en particulier, Félix Leclerc, des textes qui m'ont construit, moi, d'accord ? Donc je m'en vais passer 3 semaines au Québec et je cherche Félix Leclerc partout, évidemment. Je voudrais savoir ce qu'est devenu sa musique, ce que sont devenus ses textes, ses poèmes, ses chansons, etc. Je me dis, à Montréal, à Québec, il y a bien des cabarets dans lesquels on peut écouter. Non. Félix Leclerc est mort.
Alors, là-dessus, je vais voir une amie qui dirige un établissement qui accueille des malades d'Alzheimer, Nicole Poirier, à Trois-Rivières, et elle m'accueille, on se connaît bien, on passe un très bon moment, et puis je passais la journée avec elle, avec eux, avec tout le monde, voilà, dans cette maison très accueillante de Carpe Diem. Alors il était 11 heures, on préparait le repas, donc il y avait des légumes à éplucher, tout le monde épluche les légumes, moi aussi, je ne suis pas dispensé. Donc on épluche, alors me voilà avec un couteau, et puis des pommes de terre et des carottes, etc. À côté d'une dame, à l'évidence, très perturbée, très... J'allais dire très loin. Oui, très loin. Et précisément à l'endroit que voilà. vous allez nous dire. Voilà, exactement. Et tout en épluchant sa pomme de terre, par tout petits morceaux, elle disait petit, petit, petit. Alors tout le monde était un petit peu désemparé, chacun cherchant à la rejoindre. Voilà. Et là, une personne, une aide-soignante qui était là, me dit ah, vous savez, madame, par moment, on a du mal à établir une conversation avec elle. Ben oui, je suis tout à fait d'accord, etc. Mais ce petit, pour moi, évoque, c'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Alors je fais ça, ce que je viens de faire, je chantonne le début, elle me regarde et elle me dit « Félix Leclerc ». Eh bien, la seule fois de mon séjour au Québec où un Québécois m'a parlé de Leclerc, c'est elle. Voilà. Il paraît que l'ancien président Chirac est atteint d'anosognosie, c'est ce qu'établit un rapport médical, et après tout, c'est tout à fait possible, je ne mets pas ça en question. C'est-à-dire, j'oublie, mais j'oublie que j'oublie. Eh bien, je crois que la société française est depuis longtemps atteinte non seulement d'amnésie, mais bien d'anosognosie, c'est-à-dire, elle oublie, mais elle oublie qu'elle oublie, et par conséquent, elle refuse de se soigner, évidemment. Et nous ne nous soignons pas collectivement, nous ne prenons pas les décisions qui, à l'école par exemple, permettraient de construire une mémoire collective. L'autre point de mon développement, c'est volontiers l'idée que la maladie d'Alzheimer, elle est reconnaissable notamment à la difficulté de la personne à construire encore des relations et à les maintenir, quelle que soit la nature intime des relations, que ce soit simplement des relations sociales, des relations amicales, des relations amoureuses, des relations de couple, etc. Mais difficulté à les construire, difficulté à les entretenir. Alors on dit que Madame un tel ne reconnaît plus sa fille, ne reconnaît plus son mari, etc. Comment dans cette situation? Comment? Bon. Mais il me semble que, paradoxalement, dans la société globale, au moment où nous développons d'incroyables technologies de communication, nous perdons notre capacité à entrer en relation. Nous sommes passés subrepticement, si je puis dire, là encore en quelques années, mais finalement pas beaucoup, d'une société de la relation à une société de la communication. L'objet emblématique en a été le téléphone, puis d'une société de la communication à une société de la connexion, toujours déconnexion possible. L'objet emblématique, c'est le téléphone portable avec réception des mails, c'est l'iPhone ou son petit frère, voilà, c'est l'ordinateur. Connexion, toujours déconnexion possible, avec la possibilité de me laisser penser que pour un instant je deviens le centre du monde, d'un réseau, alors que le réseau fonctionne absolument sans moi, évidemment, et que quand je me retire du réseau, le réseau n'existe plus pour moi, mais évidemment je n'existe plus pour le réseau. Cette société de la connexion, toujours des connexions possibles, je l'appelle volontiers une société de déliaison. C'est-à-dire qu'il s'agit de se connecter pour ne pas se relier. Comme si la connexion nous préservait désormais de la relation à l'autre et du risque que la relation à l'autre éventuellement comporte. Alors, une société malade du temps, une société malade de son rapport à l'espace, enfin de son rapport au temps, de son rapport à l'espace, une société malade
de la mémoire et de son rapport au souvenir, une société de déliaison, je crois que je viens de décrire véritablement les symptômes d'une société, je vais dire, malade d'Alzheimer. J'ai conscience en le disant de tous les raccourcis évidemment que je fais. J'ai conscience aussi que mon propos pourrait blesser parce que je sais toute la souffrance, je sais où je devine quelquefois toute la souffrance qu'il y a pour les personnes atteintes de la maladie et pour leur entourage. Et je ne veux pas passer toute cette souffrance sous silence, évidemment. Ce que je voudrais simplement, c'est que le raisonnement que j'essaie de construire autour de ce malade porteur d'un symptôme qui lui appartient sans doute moins qu'il n'y paraît, je voudrais que ce raisonnement-là nous permette, décalant le regard, de le regarder lui autrement et sans doute de manière a priori plus bienveillante. Cette responsabilité qui est la mienne est la nôtre et que par conséquent c'est une question profondément une question de démocratie, profondément, et que la décision collégiale à laquelle les soignants, médecins, etc. sont de plus en plus souvent invités aujourd'hui, sortant du colloque singulier pour aller vers une sorte de colloque pluriel, si je puis dire. Enfin là, il y a un changement de paradigme qui peut être tout à fait intéressant, mais porteur de multiples limites et difficultés, bien sûr. Mais ce changement de paradigme, en fait, il n'a de sens que si nous reconnaissons dans cette collégialité la délégation que nous, citoyens, leur faisons, c'est-à-dire qu'ils auront à nous en rendre compte. Et ce processus de délégation et de compte-rendu n'est pas simple à inventer, parce qu'il faut qu'ils puissent prendre une décision collégiale, libre, etc., dont nous ne nous désintéressons pas. Et là, tout le risque de l'expertise, c'est à la fois que les experts nous dépossèdent de la décision, mais que nous en défaussions bien volontiers. Donc là, il y a un enjeu démocratique très fort, éthique, démocratique. Ça, c'est l'écueil, effectivement. Voilà. Mais en même temps, ça dépend quel chemin on va prendre. Voilà, oui. Là, on apprend, je crois, un peu. Oui, absolument, oui.